Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le chapitre de la justice sociale. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était une inégalité et nous avons montré qu'elle présentait un caractère multiforme et cumulatif. Et à la fin, on s'était demandé quels outils pouvaient être utilisés pour mesurer ces inégalités, notamment les inégalités économiques. Et ça tombe bien parce que c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir d'une part qu'il existe plusieurs indicateurs statiques pour les mesurer, d'autre part qu'il existe un indicateur dynamique, et enfin on regardera comment les inégalités ont évolué depuis le début du XXe siècle. Alors allons-y en commençant par les indicateurs statiques. Bon déjà quand on tombe par indicateur statique, ça veut juste dire qu'ils vont mesurer les inégalités économiques à un moment donné au sein d'une génération. En gros c'est comme si tu prenais une photo de la situation à un instant T et que tu regardais ce qu'il se passe au niveau des inégalités économiques. Dans ton programme, ils sont au nombre de 4. Les rapports interquantiles, la courbe de Lorenz, le coefficient de Gini et le top 1%. Le premier indicateur statique utile pour mesurer les inégalités économiques est le rapport interquantile. Cet indicateur est un ratio entre deux quantiles permettant de mesurer par un coefficient multiplicateur les inégalités entre ces deux quantiles. Alors, un quantile divise la population en plusieurs groupes de taille égale et permet de connaître la répartition, la dispersion d'une valeur, dans notre cas le revenu, dans une population. Il existe plusieurs types de quantiles et donc plusieurs rapports interquantiles. On en distingue trois principaux que l'on va développer: les déciles, les quartiles et les quintiles. Donc commençons par les déciles. Un décile est un quantile qui divise la population en 10 segments égaux de 10% selon ici le niveau de revenu. Par exemple, le premier décile, D1, représente les 10% des individus avec les revenus les plus bas, tandis que le 9e décile, D9, inclut les 10% avec les revenus les plus hauts. La médiane, quant à elle, est le 5e décile, D5, signifiant que 50% de la population gagne moins et 50% gagne plus que ce niveau de revenu. Mais pour mieux saisir les inégalités, on utilise le rapport interdécile, D9 sur D1, qui mesure le ratio entre le revenu minimal des 10% les plus riches et le revenu maximal des 10% les plus pauvres. Si ce rapport est élevé, cela indique que les 10% les plus riches gagnent beaucoup plus que les 10% les plus pauvres. Par exemple, si on prend ce tableau de l'INSEE concernant le niveau de vie et patrimoine par décile, on voit que D9 sur D1 est égal à 3,49 pour le niveau de vie. Cela signifie que les 10% les plus riches avaient en 2018 un revenu au moins 3,49 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. Pour le patrimoine, D9 sur D1 est égal à 160, ce qui signifie que les 10% des individus les plus riches avaient un patrimoine brut au moins 160 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. Ainsi, une augmentation de ce rapport signale une augmentation des inégalités, tandis qu'une baisse indique une réduction des inégalités. Bon, ensuite on a les quartiles. Un quartile est un quantile qui divise la population en 4 segments égaux de 25%, toujours selon le niveau de revenu ou de patrimoine dans notre cas. Ainsi, le premier quartile, Q1, représente les 25% des individus avec les revenus les plus bas, tandis que le troisième quartile, Q3, inclut les 25% avec les revenus les plus hauts. La médiane, cette fois, est le deuxième quartile, Q2. Ici, le rapport interquartile correspond à Q3 sur Q1, qui compare les revenus des 25% les plus riches, Q3, aux 25% les plus pauvres, Q1. Un ratio élevé indique que les 25% les plus riches gagnent beaucoup plus que les 25% les plus pauvres. Par exemple, si Q3 sur Q1 égale 4,8, cela signifie que les 25% les plus riches avaient un revenu au moins 4,8 fois plus élevé que les 25% les plus pauvres. Comme tout à l'heure, une augmentation de ce rapport veut dire une augmentation des inégalités. Et enfin, on a les quintiles. Un quintile est un quantile qui divise la population en 5 segments égaux de 20%. On a donc, tu l'as compris maintenant, le premier quintile Q1 qui représente les 20% des individus avec le revenu les plus bas et le quatrième quintile Q4 qui représente les 20% avec les revenus les plus hauts. Ici on utilise le rapport interquintile Q4 sur Q1 qui montre la disparité des revenus entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Si Q4 sur Q1 égale 3,8, cela signifie que les 20% les plus riches avaient un revenu au moins 3,8 fois plus élevé que les 20% les plus pauvres. Ainsi les rapports interquantiles, qu'ils concernent les déciles, les quartiles ou les quintiles, sont des indicateurs statiques de dispersion qui fournissent une image claire de la répartition des revenus et du niveau des inégalités économiques au sein d'une population et plus largement d'une société. Mais d'autres indicateurs statiques sont essentiels pour mesurer les inégalités économiques, les indicateurs de concentration. Ces derniers permettent de quantifier le degré de concentration des données autour d'un certain point ou d'une certaine classe. Dans notre cas, ils vont permettre d'évaluer la concentration des richesses, revenus et patrimoine parmi
parmi la population. On en distingue 3, dont l'un d'eux est la courbe de Lorenz. La courbe de Lorenz est un outil graphique utilisé pour représenter la concentration des données observées, ici les revenus et ou les patrimoines, au sein d'une population. Sur l'axe des abscisses, on trouve le pourcentage cumulé croissant des effectifs, 10% de la population, 20%, etc. Et sur l'axe des ordonnées, on trouve le pourcentage cumulé croissant de la variable étudiée, le revenu ou le patrimoine dans notre cas. Donc ici 10% du revenu et ou du patrimoine, 20%, 30%, etc. Cette courbe va donc montrer la part cumulée des revenus ou des patrimoines détenus par des pourcentages croissants de la population, en ordonnant les individus du plus pauvre au plus riche. La ligne diagonale parfaite sur le graphique de la courbe de Lorenz, la bisectrice, représenterait une égalité parfaite où chaque pourcentage de la population détient exactement le même pourcentage des revenus ou des patrimoines totaux. Cela signifie que 10% de la population perçoit 10% des revenus et patrimoines disponibles, 20% en perçoit 20%, etc. jusqu'à 100% de la population qui perçoit 100% des revenus et patrimoines. Ainsi, plus la courbe de Lorenz s'écarte de la diagonale, plus les inégalités dans la distribution des revenus ou des patrimoines sont grandes, indiquant une forte concentration des revenus et des patrimoines chez une petite partie de la population. Pour que ce soit plus simple, prenons un exemple. Imagine cette courbe tirée du rapport sur les inégalités. Donc on retrouve notre diagonale représentant l'égalité parfaite et deux courbes, une représentant le revenu disponible, la rouge, et l'autre représentant le patrimoine, la bleue. Maintenant plaçons deux points, le point A sur la courbe des revenus et le point B sur la courbe du patrimoine que l'on va interpréter. On remarque pour le point A que les 50% des ménages les plus pauvres, donc tout cela, détiennent seulement 30% de la masse totale des revenus. Cela signifie également que les 50% les plus riches détiennent 70% des revenus totaux. Et ensuite, pour le point B, on voit que 95% des ménages les plus pauvres, donc tout cela, détiennent 68% de tous les patrimoines et donc que les 5% les plus riches qui se trouvent là possèdent 32% du total des patrimoines. Ce que l'on remarque aussi, c'est que la distribution des patrimoines est plus inégalitaire que celle des revenus, car la courbe de Lorenz pour les patrimoines s'éloigne davantage de la diagonale d'égalité parfaite que celle des revenus. En utilisant la courbe de Lorenz, on peut ainsi obtenir une image précise de la concentration des richesses ou des revenus et donc des inégalités économiques. Ensuite, le deuxième indicateur de concentration utile pour mesurer les inégalités économiques, c'est le coefficient de Gini. C'est un outil statistique qui mesure la distribution des revenus ou des patrimoines au sein d'une population. Il découle directement de la courbe de Lorenz puisqu'il représente la surface qui se trouve entre la courbe de Lorenz et la droite diagonale. Le coefficient de Gini est exprimé en tant que nombre entre 0 et 1, où 0 correspond à une parfaite égalité, donc tout le monde a exactement la même quantité de revenus ou de patrimoine, et 1 représente une inégalité extrême. Toutes les ressources sont concentrées chez une seule personne. Dans certaines publications internationales, tu peux également trouver le coefficient de Gini exprimé sur une échelle de 0 à 100, ce qui ne change pas son interprétation mais multiplie simplement le coefficient par 100. Bon, prenons ce tableau de l'OCDE comme exemple pour voir ce qu'il en est. Déjà, nous voyons que les inégalités de revenus sont moins marquées en France qu'aux États-Unis. Bien que proches en 1975, les écarts se sont creusés par la suite, le coefficient de Gini restant systématiquement inférieur en France entre 2000 et 2021 pour atteindre 31,5 contre 39,8 aux États-Unis, soit un écart de 8,3. D'ailleurs, la France depuis 1975 a vu ses inégalités s'atténuer, réduisant son coefficient de Gini de 4,4. Il est passé de 35,9 en 1975 à 31,5 en 2021. Cela suggère donc une distribution des revenus plus équilibrée depuis 1975 en France. Ainsi, le coefficient de Gini nous aide à saisir non seulement l'étendue des inégalités, mais aussi leurs évolutions dans le temps. Et pour finir, le dernier indicateur de concentration qui permet de mesurer les inégalités économiques est le top 1%. Le top 1% représente les 1% des ménages les plus riches ou les mieux dotés en patrimoine dans une société donnée. Cet indicateur est utilisé pour aller au-delà des analyses traditionnelles qui s'arrêtent souvent au décile. En se concentrant sur le haut de l'échelle, il permet d'analyser plus finement ce qui se passe au niveau des très hauts revenus et des très hauts patrimoines. De plus, c'est le principal indicateur retenu dans les travaux du World Inequality Database, donc la base de données mondiale sur les revenus et le patrimoine, pour discuter des inégalités de revenus dans le monde. Ainsi, le top 1% est mesuré en examinant la part du revenu total ou du patrimoine total
total détenu par les 1% des individus les plus riches. Par exemple, si le top 1% détient 25% du total des revenus d'un pays, cela indique une concentration significative des ressources financières au sein de cette petite tranche de la population. Prenons ce graphique comme exemple. Il montre l'évolution de la part des 1% les plus riches dans le revenu national entre 1900 et 2014. Ce qu'on remarque, c'est que quel que soit le pays présenté, l'évolution de la part du revenu national accaparé par le top 1% est assez similaire. On observe en effet qu'au début du XXe siècle, la part du revenu national perçu par le top 1% est très élevée dans l'ensemble des pays présentés. Cette part décline jusqu'aux années 1980 puis augmente à nouveau jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, prenons les États-Unis, la courbe bleue. En 1920, les 1% les plus riches percevaient environ 19% de la masse totale des revenus du pays. Cette part a diminué de 8 points jusqu'en 1980, passant de 19% à 11% de la masse totale des revenus du pays. Enfin, on voit un net rebond de cette part puisqu'elle a augmenté de 9,2 points depuis les années 80 pour atteindre 20,2% en 2014. Ainsi, le top 1% nous aide à mesurer les inégalités économiques en se concentrant sur la part du revenu total ou du patrimoine total détenu par les 1% des individus les plus riches. On a donc 4 indicateurs statiques qui permettent de mesurer les inégalités économiques. Un indicateur de dispersion avec les rapports interquantiles et 3 indicateurs de concentration avec la courbe de Lorenz, le coefficient de Gini et le top 1%. Cependant, on l'a vu, ces outils permettent de mesurer le niveau des inégalités dans une société à un instant T. On prend une photo d'une population à une période et on analyse la photo. Mais face à la montée des inégalités économiques actuellement, les économistes essayent d'adopter une démarche plus dynamique pour mesurer ces inégalités. Le but étant de comprendre pourquoi le problème des inégalités persiste dans le temps. Ils vont donc utiliser des indicateurs dynamiques. Contrairement aux indicateurs statiques qui capturent les inégalités à un moment donné, les indicateurs dynamiques évaluent comment les inégalités évoluent et se transmettent au fil du temps, souvent entre différentes générations. L'outil dynamique que l'on va voir est la corrélation de revenus entre parents et enfants, généralement mesurée par l'élasticité intergénérationnelle des revenus. C'est un indicateur dynamique qui permet de mesurer l'intensité du lien entre le revenu des parents et celui de leurs enfants. En gros, il mesure le caractère héréditaire ou non des inégalités économiques. On cherche donc à savoir dans quelle mesure les inégalités de revenus se reproduisent d'une génération, les parents, à l'autre, les enfants. L'élasticité intergénérationnelle des revenus se présente sous la forme d'un coefficient entre 0 et 1 qui exprime la probabilité qu'un enfant atteigne un niveau de revenu similaire à celui de ses parents. Une élasticité élevée, donc proche de 1, signifie que les revenus sont fortement corrélés entre générations, indiquant une faible mobilité sociale. Les enfants de parents aisés ont donc tendance à rester aisés et ceux de parents moins fortunés ont du mal à échapper à cette condition. A l'inverse, plus l'élasticité intergénérationnelle des revenus est faible, c'est-à-dire proche de 0, moins la corrélation entre le revenu des parents et celui des enfants est forte. Les enfants ne tirent donc aucun avantage à avoir des parents en bonne position dans la distribution des richesses. Maintenant, pour savoir comment lire et donc interpréter cet indicateur, prenons un exemple avec ce graphique. Nous voyons qu'en France, l'élasticité intergénérationnelle des revenus est d'environ 0,53. Cela signifie qu'un père ayant un revenu 2 fois plus élevé que la moyenne de sa génération aura un fils dont les revenus seront 53%, 0,53 fois 100, plus élevés que ceux de la moyenne de sa génération. La situation au Danemark est bien meilleure puisque l'élasticité intergénérationnelle des revenus est d'environ 0,12. Cela signifie qu'un père ayant un revenu 2 fois, donc 100% plus élevé que la moyenne de sa génération, aura un fils dont les revenus seront 12%, 0,12 fois 100, plus élevés que ceux de la moyenne de sa génération. Les inégalités de revenus se transmettent donc davantage en France qu'au Danemark. Ainsi, l'indicateur de la corrélation des revenus parents-enfants à travers l'élasticité intergénérationnelle des revenus nous permet de mesurer les inégalités économiques dans une perspective dynamique. Il nous indique si nous vivons dans une société où les opportunités économiques et les revenus sont fortement hérités, donc avec peu de mobilité sociale et des inégalités élevées, ou si les individus ont des chances relativement égales de réussir économiquement indépendamment de la situation économique de leurs parents, donc une mobilité sociale élevée et des inégalités plus faibles. Maintenant qu'on a vu ce que sont les inégalités et comment les mesurer, il est temps de s'attaquer à une dernière partie les concernant. Comment les inégalités économiques ont-elles évolué depuis le début du XXe siècle? Les inégalités économiques ont grandement évolué depuis le début du XXe siècle. Mais avant de se plonger dans ces évolutions, on va commencer
commencer par examiner un modèle théorique qui montre comment les inégalités devraient idéalement évoluer au fur et à mesure qu'une société se développe. Ce modèle est connu sous le nom de la courbe de Kuznets. La courbe de Kuznets, nommée d'après l'économiste Simon Kuznets, illustre comment les inégalités économiques tendent à évoluer au fur et à mesure qu'un pays se développe. Selon Kuznets, les inégalités suivent une courbe en forme de U renversée à travers les différentes phases du développement économique. Cela signifie que les inégalités vont d'abord augmenter puis diminuer après avoir un certain point de maturité économique. Il distingue 3 étapes que suivent les inégalités. Dans les premiers stades du développement, un pays pauvre présente généralement des niveaux d'inégalité relativement bas car la majorité de la population vit dans des conditions économiques similaires, souvent précaires. Ensuite, et à mesure que le pays commence à s'industrialiser, les inégalités s'accroissent. Ce phénomène est dû à la concentration des richesses et des opportunités économiques dans certaines régions ou certains secteurs, créant une élite économique et laissant d'autres parties de la population en marge de ces opportunités. Et finalement, lorsque l'économie atteint un niveau de développement plus avancé, les inégalités commencent à diminuer. Cette réduction se réalise grâce à une augmentation de la réglementation gouvernementale, l'introduction de politiques de bien-être social et l'essor d'une grande classe moyenne. Les investissements en éducation et en santé sont plus uniformément distribués, ce qui contribue à une société plus égalitaire. Les inégalités tendent donc à diminuer à mesure qu'un pays se développe. Mais ça, ce n'est qu'en théorie, car dans les faits, l'évolution des inégalités économiques est plus complexe et varie selon le type d'inégalité. Voyons donc comment les inégalités ont réellement évolué depuis le début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, l'économie mondiale était caractérisée par une forte concentration de richesses. Cette période, souvent désignée comme l'âge d'or des rentiers, a vu une petite élite accumuler énormément de richesses grâce à l'industrialisation et à la finance. En France, par exemple, les 1% des ménages les plus riches possédaient jusqu'à 20% du revenu total en 1920. Mais voilà, la période de l'entre-deux-guerres a marqué le début d'un recul des inégalités. Cette période, aggravée par les crises économiques comme la Grande Dépression et les destructions de la Première Guerre mondiale, ont réellement affecté les grandes fortunes. Cette tendance s'est poursuivie durant les 30 Glorieuses, entre 1945 et 1975, une période de croissance économique exceptionnelle où les inégalités ont continué à diminuer grâce à une série de politiques progressistes. Les gouvernements, particulièrement en Europe de l'Ouest, ont mis en œuvre des politiques fiscales progressistes, des systèmes de sécurité sociale étendus et des programmes d'éducation et de logement qui ont favorisé l'émergence et le renforcement d'une classe moyenne robuste. En France, des mesures telles que l'impôt sur le revenu et les droits de succession ont été cruciales pour réduire la capacité des plus riches à accumuler et à transmettre leurs richesses à leurs enfants. Ainsi, ce graphique nous montre que les inégalités de patrimoine ont diminué au cours du XXe siècle. En effet, en 1900, les 10% qui ont le plus gros patrimoine possédaient 80% du patrimoine français total, alors qu'ils en possédaient 58% en 2000. Ces politiques, en plus d'avoir réduit les inégalités économiques, ont aussi facilité une mobilité sociale ascendante, permettant à un plus grand nombre de personnes de bénéficier des fruits de la croissance économique. La promotion d'une large classe moyenne a également contribué à stabiliser les sociétés en réduisant les tensions sociales et en augmentant la demande de biens et de services, ce qui a alimenté davantage la croissance économique. Et finalement, on arrive aux années 80, période où nous assistons à un renversement de tendance avec une augmentation des inégalités dans de nombreux pays développés, en particulier dans les nations anglo-saxonnes comme les États-Unis. Dans les années 80, sous l'influence de leaders tels que Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, un nouveau modèle économique commence à émerger. Ce modèle, souvent qualifié de néolibéral, met l'accent sur la dérégulation des marchés, la privatisation des entreprises publiques et la réduction de l'intervention de l'État dans l'économie. L'idée derrière est que le marché, lorsqu'il est libre, sans contraintes réglementaires, est le meilleur mécanisme de distribution des ressources et de génération de richesses. La promotion de ce modèle a conduit à une réduction significative des taux d'imposition pour les hauts revenus et les entreprises. L'objectif annoncé étant de stimuler l'investissement et la création d'emplois. Cependant, en pratique, ces coupes fiscales ont souvent conduit à une augmentation des inégalités de revenus car les gains économiques réalisés grâce à ces politiques ont été disproportionnellement captés par les individus les plus riches et les investisseurs plutôt que par la population en général. Simultanément, la dérégulation des marchés financiers a facilité une ère de globalisation financière sans précédent. Les capitaux pouvaient désormais circuler beaucoup plus librement à travers les frontières nationales. Si cela a favorisé l'intégration économique mondiale et la croissance économique, cela a également rendu les économies nationales plus vulnérables aux chocs financiers et a augmenté les inégalités au sein des pays développés. En effet, les travailleurs des secteurs traditionnels ou manufacturiers
manufacturiers notamment, se sont souvent retrouvés en concurrence directe avec des travailleurs de pays où les coûts de main d'œuvre étaient beaucoup plus bas, menant à des pertes d'emplois et à des réductions de salaire dans les économies développées. Ainsi, depuis les années 1980, la part des revenus captés par les 1% les plus riches de la population a augmenté de manière significative. Par exemple, ce graphique nous montre qu'en Europe, les inégalités de revenus sont reparties à la hausse depuis 1980, tout en restant à des niveaux nettement plus faibles qu'en 1900-1910. Dans ce contexte, la part des 1% les plus aisés dans le revenu national est passée d'environ 7% à 12%, soit une hausse de 5 points de pourcentage entre 1980 et 2020. Aux États-Unis, l'augmentation a été encore plus marquée, de 11% en 1980 à 21% en 2020, représentant une hausse de 10 points. Ainsi, les inégalités économiques, bien qu'élevées dans les premières décennies du XXe siècle, se sont significativement réduites au cours de ce siècle. Néanmoins, dans les années 80, on observe un regain des inégalités, bien que celles-ci n'atteignent pas leur niveau initial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la mesure et l'évolution des inégalités. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on verra comment les différentes formes d'égalité permettent de définir ce qui est considéré comme juste dans une société. À tout de suite.